Ladies and gentlemen, please welcome back Richard Atias. De retour. On va aborder une session dont le sujet est très important et qui fera le lien d'ailleurs avec le commentaire très pertinent de la demoiselle, l'éducation. L'éducation et qui est un sujet clé. Il n'y a pas une session depuis 36, bientôt 48 heures qui se soit tenue au New York Forum Africa à Libreville au Gabon dans laquelle le mot éducation n'est pas revenu, que ce soit à travers les politiques, que ce soit à travers les chefs d'entreprise, que ce soit à travers les experts. Pour aborder ce sujet fondamental de comment transformer l'éducation en emploi, puisque c'est bien de cela dont il s'agit pour être extrêmement concret, j'ai le plaisir d'accueillir sur ce plateau Monsieur le ministre Léon Nzumba, qui est ministre de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique au Gabon. À ses côtés, Monsieur Philippe Pierre Dornier, qui est le directeur de l'ESSEC, dont on parlera dans un instant, grande école reconnue notamment de commerce en France, et qui est le directeur de ESSEC Executive Education, le doyen de cet institut notamment de formation professionnelle. À sa gauche, plutôt à sa droite, pardon, à ma gauche, Samir Ben Makhlouf, qui est le patron de Microsoft au Maroc. Et enfin, last but not least, comme on dit, Monsieur Larbi Bencher, qui hier déjà était là au podium, mais pas pour parler, pour signer, et je vous félicite, un partenariat avec la République gabonaise dans le domaine de la formation professionnelle. Il est le directeur général de l'Office de la formation professionnelle et de la promotion du travail au Maroc, au Royaume du Maroc. Monsieur le ministre, on va aller droit au but. On a une journée très dense et qui n'est pas terminée. Je vous encourage en tout cas à rester, pas que le sujet de l'éducation ne soit le seul passionnant, mais dans quelques instants, j'aurai l'immense plaisir d'accueillir mon ami Youssou N'Dour, qui non seulement va nous parler avec son cœur dans quelques minutes, mais qui en plus donnera un concert exceptionnel ce soir pour vous. Donc même si la journée est longue, je pense qu'elle mérite d'être poursuivie. Voilà. Monsieur le ministre, l'éducation est un portefeuille dont vous avez hérité il y a quelques mois, après que vous ayez été en charge d'un autre portefeuille. Nous avons le plaisir de travailler ensemble dans le cadre de ce superbe anniversaire, le centenaire de l'hôpital Albert Schweitzer, en votre qualité de ministre de la Santé. Donc vous avez eu deux portefeuilles clés aujourd'hui. Il n'y a pas une personne qui n'a dit que la santé et l'éducation étaient les piliers du développement non seulement économique et social. Quel diagnostic faites-vous sur l'éducation au Gabon depuis que vous êtes à la tête de votre ministère? Monsieur Atias, je voudrais d'abord vous remercier de m'avoir convié à ce panel qui est très important et qui est capital. Effectivement, on va aller tout droit au but et sans langue de bois surtout. Je pense que l'éducation, c'est le socle de l'émergence. Et l'émergence, c'est une ambition. Et toute ambition fait appel à une réforme. Et la réforme de l'éducation nationale est basée sur des concepts. C'est un concept qu'on a constaté, un constat, qui repose sur différentes faiblesses. L'une d'elles, c'est l'accès à l'éducation. La deuxième, la qualité de l'éducation. Et enfin, la gouvernance. L'accès à l'éducation, le caractère relativement paradoxal de 95% de l'enfant gabonais scolarisé est fortement dilué malheureusement par les déperditions en chemin. Nous avons des grandes déperditions, mais aussi par l'échec de redoublement, en particulier au collège. Quel est le taux de scolarisation aujourd'hui au Gabon? Il est de 95% reconnu. 80, pardon 95%. Mais malheureusement fortement dilué par les déperditions en chemin. En chemin par le redoublement. Vers quel âge en général on commence à avoir cette déperdition? À partir de 15 ans. À partir de 15 ans. Donc au collège. Et deuxièmement, l'échec au baccalauréat. Il est très important, cet échec au baccalauréat, 50% environ. Et troisièmement, on n'a pas mis en place les filières qui peuvent orienter vers l'enseignement technique et la formation professionnelle. Et troisièmement, en effet, enfin, le caractère hyper pléthorique de nos classes actuellement. La qualité de l'enseignement. La qualité de l'enseignement est obérée, si vous voulez, par des facteurs endogènes et des facteurs exogènes. Les facteurs endogènes, j'en ai déjà cité, pléthorique, le ratio dans nos classes gabonaises aujourd'hui, 160 et 100 élèves, ce qui est énorme pour un enseignant, pour dispenser un cours. Le deuxième caractère endogène, malheureusement,
c'est la qualité elle-même des programmes. Les programmes ne sont pas bien ficelés. Il y a un chevauchement, ou dirais-je, si vous voulez, un décalage énorme entre le programme recommandé prescrit, le programme réellement réalisé par l'enseignant et les résultats. Et troisièmement, enfin, l'enseignant. L'enseignant qui est le pilier. Nous avons un manque d'enseignants aujourd'hui. Et des enseignants démotivés parfois. Des enseignants de niveau relativement... donc des enseignants, si vous voulez, il en manque aussi bien dans le pré-primaire, le primaire que le secondaire. Le secondaire, on a un déficit de pratiquement 1000 enseignants. Mais aussi les structures d'accueil, les salles de classe. Les salles de classe, dans le pré-primaire, nous avons besoin de 200 environ, mais dans le secondaire, ça va jusqu'à 1500 enseignants. Donc, et la gouvernance a, si vous voulez, motivé jusqu'à ce jour aussi bien le forum formation-emploi, aussi bien les états généraux de l'éducation, le forum sur la gestion innovante des universités et la jeunesse. Tous ces forums ont lieu en 2011. Il en est sorti des décisions qu'il faut réfléchir premièrement sur la gestion pédagogique de l'école gabonaise, sur la gestion administrative et financière de l'école gabonaise, et enfin sur la gestion stratégique, parce qu'on n'a pas une stratégie malheureusement jusqu'à ce jour. Alors concrètement, vous avez fait ce diagnostic, je pense que malheureusement il n'est pas nouveau. Les jeunes sont impatients et ils ont raison de l'être puisque ça fait des années qu'on leur parle à travers des forums, comme vous le disiez, mais ils veulent des résultats concrets, c'est ce que nous essayons de faire. Donc quel va être à court, moyen terme le plan d'action que vous envisagez de mettre en œuvre et un plan d'action qui ne soit pas qu'un plan de promesses, mais un plan de résultats? Quelle est la stratégie que nous souhaitons mettre en place après les institutions de l'État? 1. L'éducation de base. Il faut s'attaquer à l'éducation de base pragmatique. Celle-ci doit reposer d'abord sur l'infrastructure, afin d'arriver au ratio recommandé par l'OMS, par l'UNESCO, qui est de l'ordre de 30 à 40 élèves. L'objectif en 2016, c'est d'avoir 40 à 45 élèves par salle de classe. Deuxièmement, le recrutement des enseignants. Les locaux d'abord, mais aussi faire appel à l'extérieur et la formation de ces enseignants, pour que justement, ça joue sur ce ratio. Troisièmement, l'orientation des enfants. L'orientation des élèves va nécessiter la création de conseils d'orientation dans tous nos établissements, car ces conseils d'orientation auront un rôle fondamental. De qui vont-ils être constitués et à quelle échéance? Parce que là, c'est un point... Les conseils d'orientation, c'est dès cette année. C'est clé, ça. Dès la rentrée prochaine. Dès la rentrée prochaine. Chaque établissement aura un conseil d'orientation et l'élève, dans toutes les catégories, de la 5e, donc le CM2, jusqu'en 3e et en terminale, va s'adresser à un conseil d'orientation pour savoir qu'est-ce qu'il va faire après. Et comment vous avez accès aux familles? Parce que les familles ont souvent un rôle important dans l'encouragement vers la filière et ils ne comprennent pas qu'il y a des métiers nobles qui ne sont pas nécessairement les filières traditionnelles, mais qu'il faut aller vers la formation technique et vers les enseignements techniques. Comment est-ce que vous allez aussi communiquer vis-à-vis des familles? Non, l'accès aux familles sera simple. La gouvernance de nos établissements nécessite la mise en place des conseils d'administration. Des conseils d'administration, des conseils de gestion des établissements. Et dans ces conseils de gestion, tous les partenaires sont invités. Les partenaires sociaux, les enseignants, les élèves et les familles. Et les familles sauront la veille, disons l'année avant, quelles sont les filières disponibles pour entrer dans tel enseignement technique ou professionnel. Monsieur le ministre, pardon de vous interrompre, mais je souhaite, on reviendra ensemble sur les plans d'action que vous allez mettre en œuvre, notamment sur 2-3 sujets clés que sont la formation des enseignants. Il m'a été donné, il y a quelques mois d'ailleurs, d'animer une petite table ronde avec une vingtaine de jeunes à Libreville, au Gabon, garçons et filles, et ils parlaient de 3 sujets qui les préoccupaient énormément. En tête, l'éducation de loin. Et dans le domaine de l'éducation, quand on creuse, on parle de tout le diagnostic que vous faites, mais également de l'accès à des livres, tout simplement, qu'il y ait des équipements décents pour qu'ils puissent au moins étudier sur des livres et des ouvrages adéquats, la motivation et la formation des enseignants, parce qu'ils trouvaient qu'il y avait un décalage entre ce qu'ils avaient envie d'apprendre et ce que les enseignants, faute de formation professionnelle eux aussi, et de formation permanente, étaient au niveau. Et j'imagine que vous appuyez sur des partenaires. Et l'un des partenaires, en tout cas tout à l'heure pendant que nous évoquions, pourrait être l'ESSEC. Est-ce que, Monsieur Dornier, vous pouvez nous dire qu'est-ce qui justifie, votre présence aujourd'hui au Gabon? Et juste avant de répondre à cette question, quelques mots rapides sur l'ESSEC dont je ne suis pas
certain, même si c'est un établissement très connu, que chacun qui est présent dans la salle ou qui nous suit sur l'Internet et les réseaux sociaux sache exactement ce qu'est le groupe ESSEC. Le groupe ESSEC est constitué d'un certain nombre d'écoles, d'établissements, dont le plus connu est l'ESSEC Business School, qui est une grande école française, qui est parmi les top grandes écoles. Nous avons également un BBA, un bachelor, qui recrute juste après le baccalauréat, un programme doctoral, un programme PhD et une activité de formation permanente tout particulièrement active. Alors, ce qui justifie notre présence au Gabon, c'est une histoire qui est en train de s'écrire. Dans la vie antérieure du ministre, nous avons eu un projet de formation permanente qui s'est déroulé dans le domaine de la santé. Celui-ci est en train de se dérouler et les contacts étant établis, nous nous sommes dit qu'il y avait peut-être une étape nouvelle, plus intense, qu'il était possible de franchir. Et nous sommes en train de discuter de projets... Donc vous êtes connu dans un domaine spécifique qui est la santé, un secteur vertical, et là vous allez profiter pour l'élargir à l'ensemble de l'enseignement? Alors, je ne prendrai pas nécessairement le côté sectoriel comme le point d'entrée, mais je prendrai plutôt le côté formation permanente. Quand on souhaite établir des partenariats avec des pays comme le Gabon, le point d'entrée de la formation permanente est un excellent point d'entrée, car il mobilise des gens à temps partiel, il nécessite la venue de gens éventuellement sur des durées relativement brèves, et ça permet surtout de comprendre comment est structuré le tissu professionnel, le tissu économique du pays, comment les financements s'opèrent, et sur des projets de taille raisonnable mais modeste, ça permet d'apprendre à se connaître. Et ensuite, dans un deuxième temps, il est possible de parler de projets plus importants. Nous avons eu des expériences à peu près de nature équivalente, car la stratégie de l'ESSEC est d'être une maison multipolaire au niveau mondial. Nous avons créé un campus à Singapour. Nous avons une expérience extrêmement enrichissante qui s'est développée en Afrique australe, où nous avons créé une base à Maurice. Et nous nous sommes inspirés de ce mode de développement pour essayer de le dupliquer maintenant en Afrique francophone. Concrètement, qu'est-ce qui peut être fait au Gabon? Écoutez, je pense que... Parce que Gabon, certes, même s'il y a l'ambition d'être Singapour, n'est pas Singapour. Et il y a beaucoup de pays dans la région qui aspireraient à peut-être bénéficier de vos expériences. Ça peut être fait concrètement, comment, réalistiquement, avec quel partenariat, quel financement? Alors moi je dirais, première chose, et je vais prendre votre question encore plus amont que ce que vous pouviez imaginer, c'est qu'avant même de parler de formation, je pense qu'il faut parler de formalisation de connaissances. Je pense qu'il faut arrêter dans ces pays et dans ces régions de penser que le contenu des formations vient d'ailleurs. Je pense qu'il y a des exemples concrets, des réalisations magnifiques qui existent dans ces pays, et la première chose à faire, c'est de les formaliser. D'écrire des ouvrages, de formaliser des cas, de valoriser ces contenus de réalisation locale et de pouvoir ensuite les diffuser localement. Donc la première chose, c'est la formalisation de ces contenus et trouver des moyens, des partenariats pour aider les universités et les institutions locales à extraire des expériences qu'elles connaissent et au contact desquelles elles sont quotidiennement, le contenu pour en faire des contenus duplicables et utilisables dans le domaine de la formation. La deuxième chose, c'est bien évidemment avoir des expériences avec les formateurs, les enseignants. Arrêtez de penser là aussi que dans des formations de bon niveau, dans le domaine du management ou de la gestion, à des niveaux élevés de responsabilité d'entreprise, les bons enseignants viennent d'ailleurs. On peut très bien imaginer qu'on peut avoir des partenariats avec des enseignants locaux qui permettent de développer des méthodes pédagogiques, des contenus qui sont diffusés à la fois par des enseignants extérieurs, mais à la fois par des enseignants locaux. Et j'ajouterai une dernière dimension, je pense, qui est important de pointer du doigt, c'est que je pense que ces pays-là ont des chances extraordinaires, car les process de formation, et ça vous fera vraisemblablement une bonne transition, sont en train de changer partout dans le monde. Et penser qu'on ne peut que dupliquer les modèles existants, classiques et historiques, qui existent par ailleurs, et les appliquer dans ces pays-là est une erreur. Je pense qu'il y a une chance fantastique qui est offerte, c'est que tout ça est en train d'être recréé, et peut-être que ça peut être recréé ici. Parfait. Samir Ben Makhlouf,
vous avez deux casquettes, ou en tout cas, à mes yeux, vous représentez deux casquettes. Premièrement, bien sûr, le secteur privé, patron d'une des plus grandes boîtes qu'on ne présente plus au monde, Microsoft, en tout cas au Maroc. Quand nous avons évoqué, vous et moi, il y a quelques mois, la possibilité de vous avoir parmi nous, je m'attendais à vous mettre dans une session pour parler de la technologie, et c'est grâce à vous qu'on a été vers tout ce qui est cette formation professionnelle, l'éducation, à travers ce que fait Microsoft. Donc à la fois par rapport à ce qui est fait au Maroc, et c'est la première casquette, et à la fois à ce que fait Microsoft en général, est-ce que vous pouvez nous livrer un peu vos commentaires, votre réflexion, et faire la transition ensuite avec votre partenaire dont vous avez parlé dès qu'on avait évoqué ensemble, M. Bencher? Tout d'abord, j'aimerais bien partager avec vous quelques chiffres. Sur les 10 prochaines années, l'Afrique, avec toute cette croissance de PIB, va créer 70 millions d'emplois dans les 10 prochaines années. 70 millions d'emplois que l'Afrique va créer. Dans les 10 prochaines années par rapport au PIB, par rapport à la croissance, à sa croissance, qui est la plus grande dans le monde. Et elle va les créer où? Sur tout le continent? Sur le continent. Le problème, c'est que dans 10 ans, 170 millions de jeunes vont arriver à l'âge de l'emploi. Donc gap de 100 millions. 100 millions. Donc aujourd'hui, on prévoit un gap de 100 millions. Donc qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui pour absorber ces 100 millions? Pour absorber ces 100 millions. Et ces 100 millions ne vont pas être absorbés par une industrie normale, qui est industrielle, agroalimentaire, même si c'est quelque chose d'important. Il faut absolument que l'Afrique s'inscrit dans l'économie du savoir, dans l'économie du service. Et c'est là qu'on peut avoir des croissances importantes, comme ce qu'on voit en Inde, en Chine, etc. C'est dans ces économies qu'on doit s'inscrire. Quand on voit aujourd'hui en Afrique, en moyenne, sur 100 enfants qui commencent l'école, il y en a à peu près 15 qui passent le bac, par rapport aux États-Unis, 80. 5 ont un diplôme universitaire et 3 trouvent du travail. Donc, sur 100 en moyenne. 15 passent le bac, 5 ont un diplôme universitaire, 3 trouvent du travail grâce à leur diplôme universitaire. Et ça coûte entre 20 à 25% aux économies africaines du budget de l'État. Et qu'est-ce qu'on fait des 97 autres alors? Ces 97, ou bien c'est des gens qui ne trouvent pas du travail, ou bien c'est des personnes qui vont faire ce qu'on appelle en anglais substandard job. C'est-à-dire ça veut dire qu'ils vont dans l'informel. C'est-à-dire qu'ils vont dans l'informel, qu'ils vont pas faire un travail valorisant. En adéquation avec leur formation. Et ça veut dire qu'ils vont être un coût pour leur société. Ils peuvent être en prison, ils peuvent coûter un coût de santé, un coût social à la société. Par exemple, au Maroc, il y a à peu près 400 000 enfants qui quittent l'école entre l'âge de 10 et 14 ans. Et c'est là qu'il faut qu'on fasse un travail et que la technologie, c'est pour ça qu'on a parlé d'employabilité, la technologie est un outil d'enseignement, est un outil qui va aider à créer de l'emploi pour ces jeunes-là. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas avoir un job au XXIe siècle sans connaître les outils technologiques. Quand on voit aujourd'hui que 50% des métiers demandent des connaissances approfondies en nouvelles technologies, dans 10 ans, ça va être 80%. Et alors comment Microsoft, justement en partenariat avec l'Office L'histoire avec M. Bencher a commencé... Avant qu'on lui passe tout de suite la parole, et je reviendrai vers vous. Il y a à peu près 2 ans, on s'est rencontrés et on n'a pas parlé de technologie comme ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, on a parlé d'employabilité des jeunes. Donc Microsoft a créé des outils, des cours d'enseignement et des certifications qui vont attester des connaissances pratiques de ces technologies par rapport à ces gens-là. Donc on a créé... Je vais laisser... En termes simples, vous avez créé une forme de diplôme. Est-ce qu'on peut imaginer que la certification, c'est un genre de diplôme? C'est des formations qui complètent le diplôme qui est donné par les gouvernements et par les États. Donc, je vais laisser à M. Bencher... Je reviendrai vers vous, Monsieur le Ministre, pour que vous me disiez comment ça va s'implanter au Gabon, puisque M. Bencher a signé hier un accord de partenariat. Est-ce qu'on peut savoir comment l'Office, concrètement, a développé et a mis en œuvre cela au Maroc?
Mais permettez-moi, Monsieur Attias, de présenter mes vifs remerciements aux organisateurs qui m'ont convié à cette grande et importante manifestation, comme je tiens à vous féliciter pour l'excellente organisation. Merci. La convention que j'ai eu l'honneur de signer hier avec Monsieur le ministre découle d'une convention cadre qui a été signée sous la présidence de Sa Majesté le Roi et Monsieur le Président, Son Excellence le Président de la République lors de la dernière visite de Sa Majesté le Roi. Oui, il y a moins d'un mois. Moins d'un mois. Et cette convention va permettre de créer des IT Academy Microsoft dont l'objectif de certifier aussi bien les professeurs, les formateurs, les salariés et les étudiants, les jeunes qui suivent la formation professionnelle. Et nous avons prévu la certification de 5000 personnes par an. Et l'Office va s'occuper de la formation, étant donné que Microsoft, dans le cadre de la convention qu'a signée l'Office avec Microsoft, on a pu certifier 420 formateurs qui vont faire ce travail au niveau du Gabon et en Afrique, Inch'Allah. Oui, Samir, pardon. Avec la formation professionnelle, on a mis en place en 2 ans 100 Microsoft IT Academy au Maroc, 41 centres de certification. On a formé et certifié 420 formateurs qui, à leur tour, sont en train de former d'autres formateurs et des stagiaires. On est aujourd'hui sur un train de 20 000 certifications par an avec un taux de réussite de 80%, ce qui est excellent pour un pays comme le Maroc. Et grâce à cette certification, ils font quel type d'emploi? Alors, tout type d'emploi demande des connaissances sur ce qu'on appelle des outils de productivité. Donc, on parle de traitement de texte, Word, Excel, des présentations, PowerPoint, Outlook, etc. Ça, c'est ce qu'on appelle des formations horizontales. Et on a créé 3 verticales. La première, c'est de nouvelles technologies d'information, donc tout ce qui est réseau, base de données, développement de logiciels. Le deuxième, c'est le management, la gestion de projets, la gestion des finances, comptabilité, ressources humaines, logistique, gestion de stock. Et puis la troisième, c'est tout ce qui est relations clients, Customer Relationship Management, Sales, Marketing. Et donc ces 3 aujourd'hui sont offerts par la formation professionnelle et ça complémente toute cette formation qui est faite par eux par rapport à leurs étudiants. Monsieur le ministre, comment est-ce que votre plan d'action va se financer? Écoutez, je pense que notre plan d'action va se financer, s'appuyer sur le secteur privé, mais se polarisant essentiellement sur l'enseignement technique et professionnel. Il faut dire qu'aujourd'hui, ce pan de formation ne concerne que 2%, alors que l'UNESCO recommande entre 20 et 30%. Et les pays émergents, c'est entre 30 et 40%. Le Gabon, que 2%. C'est un déficit énorme. Par ailleurs, le financement de l'État sur l'enseignement technique professionnel ne représente que 1% du budget national, ce qui est encore extrêmement faible. Pour cela, l'objectif demain, c'est de mettre en place des structures de formation en tenant compte des bassins économiques locaux de chaque province, de chaque département. Et cette formation, tenant compte de ces bassins économiques, va faire en sorte que, comme aujourd'hui, avec Total, nous avons signé des conventions, l'enseignement supérieur, l'éducation nationale, la formation professionnelle, avec l'Institut des métiers du pétrole et du gaz et le Centre de formation professionnelle des métiers du pétrole et du gaz. Il en est de même demain avec Eramet, l'Institut de mines de Mwanda, et il en est de même avec ECOUD dans les métiers du bois, avec les futures écoles métiers du bois de Boué. Donc, nous pensons que cette convergence de forces, l'État mettant en place le cadre juridique et institutionnel et les privés apportant les moyens financiers pour justement la formation, vont trouver, chaque partie va trouver son compte. Le privé aura un vivier où avoir des cadres formés et qui, si vous voulez, sont formés pour son activité, et l'État aura de quoi offrir de l'emploi à ces cadres. Il nous reste 44 secondes, le temps peut-être de prendre une vraiment brève question avant que également on donne le dernier mot à Monsieur Bencher. Il y a une question, alors 2 questions très brèves que je prends en même temps. Le jeune homme numéro 3 et ensuite Monsieur Lundy de BFM qui a levé la main.
Hans Charlie, Université Omar Bongo. Je voulais simplement dire, au-delà des bassins économiques locaux dont il faut tenir compte, il faut également associer pour la transformation de l'éducation, du système éducatif gabonais, l'art ou la culture. On oublie la culture, on oublie le pan culturel. On l'oublie pas, on va en parler dans quelques minutes avec Youssou N'Dour. Donc, ce que je veux simplement dire, c'est qu'il faut tenir compte. Au Gabon, il y a des jeunes qui sont pétris de talent dans le monde de la musique, dans le monde de la peinture, et bien dans d'autres domaines. Il faut en tenir compte parce que ça fera en sorte que l'Afrique connaisse un développement potentiel et fera en sorte que notre Afrique ne regarde plus devant mais se prenne en main. Voilà, c'est très vrai. Et je crois que Samir, oui, on peut applaudir parce que c'est extrêmement vrai. Il faudrait réfléchir, peut-être que c'est une idée farfelue, à comment on peut certifier aussi ces professions. C'est très important parce qu'il y a une niche énorme. Nous avons d'ailleurs mis à l'honneur le design, nous avons essayé de mettre à l'honneur la musique demain, la culture ce soir. Je crois qu'il faudrait réfléchir, en tout cas je n'ai personnellement pas la solution, mais comment on peut certifier pour que, quand les entreprises, comme les nôtres d'ailleurs, je dois dire que depuis 3 ans, l'année 1, en 2012, quand nous sommes arrivés au Gabon, je dois l'avouer, 100% de nos équipes étaient des équipes importées. Eh bien, nous avons année après année avec ce forum fait un transfert de connaissances et de technologies. Aujourd'hui, parmi les 300 collaborateurs qui travaillent à la préparation de ce forum, 100 sont gabonais. Et je trouve ça formidable. La question de M. Lundi au deuxième rang, s'il vous plaît, mademoiselle, si vous pouvez lui passer rapidement le micro. C'est un sujet tellement important que j'aurais aimé avoir plus de temps. Je prendrai ensuite quand même une demoiselle qui a levé la main. Fabrice. Bonsoir Richard. Monsieur le ministre, je voudrais vous poser une question sur ce que vous dites aux élèves, les plus jeunes élèves, dès le plus jeune âge, sur l'entreprise. Que dites-vous dans les cours? Que dites-vous dans les manuels scolaires? Quelle image donne-t-on de l'entreprise dès le plus jeune âge? On va prendre une autre question avant que Monsieur le ministre ne réponde. Alors il y avait, oui, pardon, voilà, il y avait une demoiselle, pardon. Avec la lumière, on ne voit pas très bien, hein, je vous avoue. Est-ce que vous pouvez vous présenter, faire une question vraiment courte, qui soit vraiment une question et pas un commentaire, s'il vous plaît, mademoiselle. Bonsoir, je m'appelle Angèle Lieno-Traoré, je suis entrepreneure gabonaise. J'ai une agence de conseil en marketing et en édition. J'ai créé des livres qui enseignent les langues gabonaises aux enfants de 3 à 6 ans. Ça s'appelle le Dictionnaire des Moinas. Très bien. Je vais vous en montrer un. Je voudrais savoir ce que le ministre Nzouba prévoit pour l'éducation de nos enfants dans nos langues, parce que tous les manuels scolaires sont exclusivement rédigés en français par des Français pour des enfants gabonais. Alors moi, je suis une entreprise gabonaise, je crée des ouvrages qui sont certifiés par l'Institut pédagogique national, mais malgré mes nombreuses demandes auprès du ministère de l'Éducation, ces livres ne sont toujours pas intégrés dans les parcours scolaires. Merci mademoiselle. Question très pertinente. Monsieur le ministre, peut-être qu'on peut commencer à répondre d'abord à cette question et on répondra à notre ami Fabrice dans un instant. Non, merci beaucoup pour ces questions fort intéressantes. Hein. Cela témoigne de l'intérêt, bien sûr, l'intérêt qu'on ne peut plus justifier aujourd'hui. Moi, je crois que pour le jeune Gabonais aujourd'hui, à partir de cette année, la démarche est simple. Nous allons mettre dans nos curricula, des formations, si vous voulez, une éducation sur l'entrepreneuriat. Et cela grâce au développement de l'enseignement technique et professionnel. Parce que, aussi bien en Europe, il existe dans le curricula enseignement professionnel la formation, la création de l'entreprise. Mais tout cela va reposer sur le conseil d'orientation. Le conseil d'orientation, c'est l'élément clé, si vous voulez, qui va permettre de susciter des vocations et même de découvrir des vocations. Donc je pense qu'à partir de cette année-ci, en particulier à la rentrée prochaine, les élèves auront dans leur casier comment créer l'entrepreneuriat, comment accéder à ces cours. En ce qui concerne la demoiselle, je suis très heureux. Nous avons l'Institut pédagogique national dans lequel il existe un département de langue nationale et en principe, et si vous voulez, c'est l'un de mes sacerdoces, car sans cet institut suffisamment structuré, nous ne pouvons pas avoir, si vous voulez, un encadrement pédagogique correct. Donc rassurez-vous que je m'y penchais fortement pour regarder votre entreprise. Merci. Parfait. Monsieur Bencher, vous voulez... Donc rendez-vous est pris, hein. Monsieur Bencher, vous vouliez apporter un commentaire Depuis hier, le maître mot, c'était... Pardon. Depuis hier, le maître mot, c'était l'éducation, la formation, l'emploi. En d'autres termes, l'adéquation formation-emploi. Si vous le permettez, je vais parler d'une expérience qui est celle du Maroc,
qui a développé la formation professionnelle pour répondre Depuis combien de temps il y a eu vraiment cette dynamique au Maroc sur la formation professionnelle? depuis 40 ans. 40 ans. 40 ans, et la dernière réforme date de 2002 sous l'impulsion de Sa Majesté le Roi pour accompagner les projets structurants du pays. Et ça concerne tous les secteurs. Oui, il y a tous les métiers, tous les métiers, l'industrie. du maçon au technicien en passant par... L'industrie, l'aéronautique, l'automobile, l'agroalimentaire et j'en passe. Le plus important, nous sommes passés de 54 000 stagiaires en 2002 à 340 000 actuellement. De combien à combien? De 54 000 à 340 000. Donc, sous une dizaine d'années, le plus important, durant cette décennie, nous avons pu former plus d'1 million de jeunes. Et le plus important, c'est le taux d'insertion, varie entre 75 et 100%. Le secteur privé a joué le jeu? Absolument. Il y a eu des formations en alternance? Absolument. C'est le meilleur mode qui existe, qui a fait ses preuves de par le monde, et on l'a développé au Maroc. Monsieur Dornier, comment, brièvement, on peut mobiliser le secteur privé pour qu'il joue le jeu de ces formations en alternance? Parce que les drames que l'on entend souvent, les jeunes se forment, et puis difficile d'avoir un stage, et encore plus difficile de trouver des entreprises qui jouent le jeu des formations en alternance. Comment est-ce que vous réussissez à le faire, brièvement, s'il vous plaît? Il y a des secteurs qui s'aperçoivent qu'ils sont en déficit de compétences tous les jours. Dès qu'ils expérimentent ce qui se passe en termes de taux de rétention de ces compétences quand ils ont réussi à les former en apprentissage, vous les avez fidélisés pour des années. Donc il faut juste repérer les secteurs qui sont en déficience de compétences, leur faire tenter une expérimentation, et quand ils voient le bénéfice qu'ils tirent du fait de mettre de l'apprentissage dans leurs entreprises, vous les fidélisez dans l'activité et dans la durée. Monsieur le ministre, le mot de la fin, s'il y a un message que vous voulez faire passer aux jeunes, je sais que l'éducation mériterait à elle seule un grand forum, mais s'il y a un message qui soit concret, que vous voulez faire passer aux jeunes Gabonais et aux jeunes Africains, quel serait-il? Le message peut se résumer en 2 ou 3 mots. Plan stratégique Gabon émergent, il faut se l'approprier. C'est une ambition. Celle-ci, sur le plan éducatif, se résume en 2 mots. Offre d'emploi, offre de formation, partenariat public-privé. Implication du privé dans le cadre académique, les conseils d'administration, les conseils d'éducation, dans le cadre pédagogique, impliqué effectivement sur l'organisation des programmes, mais même sur la certification des diplômes. Et enfin, dans la recherche pour justement mieux développer l'éducation. Donc voilà un peu en 2 ou 3 mots ce que je souhaite que les jeunes apprennent aujourd'hui. Mais aux jeunes compatriotes qui apportent l'action sur la culture, le chef de l'État a consacré tout un département ministériel pour la culture et celle-ci n'est pas du tout oubliée. Merci. Si on peut applaudir nos panélistes, on essaiera de redévelopper encore ce thème demain. Je vais vous remercier, vous demander de rejoindre vos places et merci pour votre contribution. Avant d'appeler mon ami Youssou N'Dour, je vais